Bonjour, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la journée de cet après-midi consacré à la gestion de l'eau. Alors on va parler avec des experts aujourd'hui sur le thème s'adapter au changement climatique grâce à des outils innovants de gestion de l'eau et du stockage. D'ailleurs on le voit déjà, hein, ils ont amené sur la scène, ils sont venus avec quelques petits exemples d'outils. Donc pour en parler aujourd'hui avec moi, donc très rapidement, donc Frédéric Marcotto, directeur R&D de Vivadour, Romain Castan, responsable produits innovants chez Soverdi, responsable développement des produits innovants chez Soverdi, et enfin Serge Escurin, directeur de Coriz. Alors on va commencer avec vous, Frédéric Marcotto. Dites-moi, alors directeur R&D de Vivadour, c'est quoi le quotidien quand on parle de R&D chez Vivadour et d'eau ? Bonjour, donc on dépend d'une coopérative agricole qui est installée sur les 4 départements du sud-ouest, polyvalente. Et donc mon équipe aujourd'hui c'est une petite dizaine de personnes. Et pour résumer, on s'occupe de tous les moutons à 5 pattes, les sujets qui sortent de l'ordinaire, qui ressemblent à rien. En général, ça finit sur notre bureau. Donc on reçoit des gens avec des idées qui sortent vraiment des clous et on essaye de voir comment on peut les mettre en place. Et l'eau aujourd'hui, c'est quelle part de l'activité de votre service ? On a 4 sujets prioritaires aujourd'hui. Un de ces sujets, c'est l'eau. On travaille l'énergie, les valorisations de la biomasse, un peu tous les sujets liés à la robotique et à l'innovation. Et puis l'eau aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de notre temps. Ça concerne à la fois l'innovation et la création de retenues. Alors, à côté de vous, Romain Castan, j'ai un petit peu la même question. Voilà, quel est votre rôle ? Quand on parle de produits innovants, qu'est-ce que ça veut dire chez Soverdi ? Et je crois que voilà, si en régie, vous pouvez lancer une vidéo en fond, ça va illustrer vos propos, ce qu'est la société Soverdi. Très bien, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Soverdi, c'est une entreprise familiale donc, de 40 ans, spécialisée dans les systèmes d'irrigation et de traitement de l'eau. Donc notre créneau, c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs. C'est 60 collaborateurs aujourd'hui sur tout le sud-ouest. Donc on fait de tout ce qui est études, conception, chiffrage, réalisation de chantier, jusqu'à mise en route et suivi de vos systèmes d'irrigation, de pompage et de télégestion. Donc responsable développement d'outils innovants, c'est aujourd'hui face au changement climatique, le thème de cette table ronde, c'est qu'on a des défis à relever et pour ça l'innovation permet d'apporter des solutions qu'on verra tout à l'heure dans la présentation où du coup en travaillant avec des partenaires comme Frédéric et Serge, on arrive à proposer des solutions globales pour nos agriculteurs. Alors on le voit, je regardais un petit peu la vidéo, ça va très très loin, ça va du bureau d'études, et puis on les voyait en train de souder, de découper. Exactement, l'idée c'est d'avoir le minimum de sous-traitance, voire aucune sous-traitance, pour tout maîtriser la chaîne et pour pouvoir répondre, être réactif et maîtriser l'ensemble de nos services. Et enfin, à côté de vous, Serge, donc directeur de Coriz, petite présentation de Coriz. Alors bonsoir à tous et à tous. Donc Coriz, en fait, c'est une structure qui a été créée en 2007 sur Agen et qui rayonne sur la France entière et un petit peu à l'étranger aussi sur les pays de l'Est, pays d'Europe centrale. Et nous, notre métier, c'est très tôt, ça a été l'aide au pilotage d'irrigation et l'efficience de l'eau en fait. Donc on regardera tout à l'heure avec des capteurs, des bilans hydriques, différentes solutions. Alors on a 3 acteurs finalement, chacun dans leur domaine. Vivadour, vous avez toute une partie sur le stockage de l'eau. Voilà, Soverdi, vous êtes sur la distribution de cette eau. Et puis il y a le côté OAD avec enfin Coriz sur l'optimisation de la ressource en eau. Alors chacun de vous, ça s'exprime comment, voilà, ce changement climatique et quelles sont les attentes et comment vous sentez les attentes de vos clients ? Comment elles évoluent ? En ce qui nous concerne, la réflexion elle démarre d'abord d'une analyse économique de la sensibilité des exploitations agricoles au changement climatique. Et on s'aperçoit très rapidement en regardant ce qui se passe dans les fermes que les exploitations qui ont accès à l'irrigation sont beaucoup plus résilientes et en fait sont en meilleure santé économique que celles qui ne l'ont pas, en tout cas sur le territoire qui nous concerne. Donc on a regardé en fait pourquoi on n'arrivait pas à développer ces unités-là. Effectivement, on a travaillé avec Météo France sur une caractérisation du changement climatique sur notre microsecteur, parce qu'on a beaucoup de données à l'échelle planétaire, finalement assez peu à des échelons locaux.
Et on a fait un constat qui est en fait que d'un côté, on a des températures effectivement qui augmentent, mais surtout sur le printemps, et puis de l'autre côté, des précipitations qui sont de plus en plus irrégulières. Et donc pour contrebalancer en fait à la fois cette demande en hausse des plantes qui demandent plus d'eau parce qu'il fait plus chaud, et à la fois ce déficit en fait, puisque l'eau arrive à peu près dans les mêmes quantités, mais à des moments qui sont complètement irréguliers, on a décidé de travailler sur le stockage. Et aujourd'hui, la demande qui nous est faite par nos adhérents, c'est ça, c'est comment on peut répondre, mieux gérer l'eau, mais aussi capter celle qui est là en excès quand elle passe et les accompagner sur ces sujets-là. Alors oui, c'est vrai que j'ai dit client en lançant, mais c'est adhérent. Les clients, c'est chez les clients agriculteurs, partenaires agriculteurs, c'est chez Sauverdi. Voilà, cette même question dans les attentes, comment il y a une accélération, de nouvelles attentes de vos agriculteurs avec qui vous travaillez? C'est ça, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment un besoin de nos agriculteurs qui aujourd'hui, on parlait de réchauffement et c'est vrai que c'est très important de capter l'eau, mais il y a vraiment un réel changement climatique dans tous les sens du terme. Donc ça peut aller sur aussi la protection de gel, sur aussi de l'asphyxie racinaire. Donc aujourd'hui c'est très compliqué et donc là ils demandent un accompagnement et c'est là où en fait on va pouvoir travailler avec des personnes comme Serge Coris, des sondes capacitives pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le sol et comment en fait faire apporter une irrigation intelligente à nos agriculteurs pour optimiser justement cette eau qui est de plus en plus rare. Donc après on verra certainement les différentes solutions qui peuvent exister par rapport aux différents moyens d'irrigation qui existent aujourd'hui pour répondre à ce besoin. Et donc nous on réfléchit en permanence en recherche et développement de comment arriver à venir accompagner cet agriculteur, lui simplifier le quotidien, automatiser autant faire se peut, mais pas tout automatiser non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des images satellites, on a des sondes, on a énormément de data et de capteurs. Et donc, c'est arriver à combiner tout ça, pas en faire forcément parole d'évangile, mais ça permet déjà de donner un avis et d'être plus averti sur quand arroser, quand ne pas arroser, comment fractionner. Donc aujourd'hui, on a vraiment un modèle agricole qui se spécialise de plus en plus, qui demande plus de finesse et tout cet automatisé-là va pas remplacer l'agriculteur qui va devoir quand même aller au champ, voir sa parcelle, voir qu'est-ce qui s'y passe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer. Et donc nous, on vient juste en accompagnement de ce besoin qu'expriment les agriculteurs. Serge, il y a vraiment une marge de progrès aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les agriculteurs sont déjà bien équipés. Après, alors effectivement, on parle de data, de technologie, mais tout ça, ça a un coût. Et au final, est-ce qu'on arrive, sachant qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait, déjà un travail d'optimisation, est-ce qu'on peut encore convaincre des agriculteurs? Est-ce qu'il y a une marge de progrès? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Comment vous le ressentez, vous, à votre niveau? Alors, la marge de progrès, elle est à différents niveaux. Déjà, sur la part des hectares, je dirais, irrigués, qui seraient suivis par des OAD. Puisque, vous l'avez bien compris, donc nous, on est ici dans le dernier maillon, je dirais, sur le plateau, à la jonction avec l'agronomie. C'est-à-dire que jusque-là, il y a du stockage, il y a du matériel, c'est-à-dire de la répartition, de la distribution d'eau. Et puis, donc ici, l'efficience de l'eau, et puis ensuite, je vous dis, l'agronomie. Donc, les marges de progrès sont effectivement sur la part des hectares, donc des agriculteurs et des hectares qui sont couverts par des OAD, quels que soient les OAD, je dirais, que ce soit des sondes, des bilans hydriques, peu importe, qui est relativement faible encore aujourd'hui. Grosso modo, alors, les stats officielles sont difficiles à avoir, mais grosso modo, on est certainement à moins de 10-12 points des surfaces irriguées. Sachant que les surfaces irriguées, ça reste encore ces 6-7 points des surfaces totales. Parce que là aussi, il y a à faire. C'est-à-dire que quand on parle d'efficience de l'eau, là on a parlé d'irrigation, mais l'efficience de l'eau, c'est un sujet beaucoup plus large. C'est aussi, il y a des gens qui n'irriguent pas, mais qui ont besoin aussi de comprendre ce qui se passe dans leur sol pour voir justement le taux d'humidité, quelle est la capacité de leur sol à retenir de l'eau, même s'ils n'irriguent pas. C'est-à-dire pour savoir s'ils restent sur les mêmes emblavements, les mêmes assolements qu'ils avaient prévus, ou est-ce qu'en sortie d'hiver, ils vont devoir changer les assolements, rester sur ces espèces-là, ou rester dans la même espèce et changer de précocité ou changer d'espèce. Bref, donc il y a la partie irrigation, la partie irriguée, et la partie non irriguée qui est énorme en fait, où il y a à savoir. Donc déjà, là, il y a des marges de progrès. Donc sur le taux d'équipement sur les irrigués.
Et puis ensuite, je dirais intra-ferme, même pour les personnes qui sont irriguées, eh bien là, effectivement, il y a des marges de progrès, elles sont à tous les niveaux. Je dirais les marges de progrès, ça commence déjà sur l'optimisation de l'eau, dans le flux, sur les pertes en charge et tout ça, mais c'est bon, chacun son domaine. Mais dans l'efficience de l'eau au champ, c'est-à-dire moi, ce qui compte finalement quand on parle d'agriculture d'irrigation de précision, c'est apporter la formule classique, c'est apporter l'eau qu'il faut, quand il faut, où il le faut, c'est-à-dire apporter juste ce qu'il faut. Voilà, ça c'est clair. Donc, et entretenir la culture dans son optimum technique tout au long de son cycle. Donc là, il y a des vraies marges de manœuvre encore, même des gens équipés, ils sont en voie de progrès, mais il y a des voies de progrès, ça c'est sûr. Là, vous êtes venu avec une sonde, donc cette sonde, c'est... Voilà, qu'est-ce qu'elle enregistre? C'est quoi? C'est l'outil de base? Oui, je dirais, ça c'est assez, c'est assez typique. C'est une sonde capacitive dite à profil. Pourquoi à profil? Parce qu'elle mesure l'humidité du sol avec des capteurs qui sont placés tous les 10 cm. Donc là, c'est une 60 cm, donc il y a 6 capteurs. Et donc ce qui permet de voir exactement comment l'eau pénètre dans le sol, comment elle est stockée, quels horizons sont touchés, comment elle est stockée, et ensuite comment elle est utilisée par la culture, par les racines. Donc là, on est vraiment sur de la mesure réelle. Et ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est que là, pour le coup, on est vraiment sur la mesure. Donc quand on parle de capacité du sol à retenir l'eau, c'est-à-dire le réservoir utile, c'est ça le vrai réservoir en fait. Les premières réserves, c'est le sol. Elles ont pour elles d'être un outil très précis, puisqu'on va voir effectivement jusqu'où l'eau est retenue et combien elle est retenue, parce que vous pouvez très bien passer pour un même sol en fonction de la structure d'un sol d'une RFU X à 2X. Voilà, tout simplement. Alors, le premier stockage de l'eau, finalement, c'est le sol. On va parler après des réserves, mais c'est ça aussi un petit peu le message? Ah, complètement. Pour moi, ça c'est sûr que c'est le message principal. Il y a à gratter déjà, il y a à gagner sur le sol dans sa capacité à retenir l'eau. À retenir de l'eau qui sera finalement de l'eau gratuite derrière. Voilà, donc ça ne sera pas de l'eau qui sortira de l'irrigation. Ça nous permettra potentiellement d'économiser des tours d'eau. Ça dépend des situations, évidemment. Mais et donc pour ça, il y a tout ce sur quoi travaillent les instituts, les COP, les négoces, enfin toute la partie technique, c'est-à-dire tout ce qui est couvert, c'est-à-dire en fait les couverts, les travaux du sol, c'est augmenter la pénétration de l'eau, la structure du sol pour qu'elle soit plus pénétrante, que l'eau soit plus pénétrante, éviter les battances, et enfin tout ce qui permet d'augmenter le réservoir utile en fait. Alors je me retourne vers Adrien quand on a préparé Romain, pardon, pas Adrien, Romain, excusez-moi. Je me retourne vers Romain quand on a préparé cet échange. On cherchait des innovations prometteuses. Donc il y a notamment aussi d'éviter le gaspillage quand on distribue cette eau. Alors je pense qu'on a une deuxième vidéo, si on peut la lancer en régie, et puis peut-être me présenter l'intérêt de ce genre d'innovation. Donc là, par exemple, l'innovation qui vous est présentée, c'est aujourd'hui rendre un pivot qui est un peu plus intelligent, comme on disait tout à l'heure. Donc on savait faire des camemberts en jouant sur la vitesse d'avancement de vos pivots, c'est-à-dire qu'en fonction des cultures et des sols, on pouvait faire des camemberts. Aujourd'hui, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment, en fonction de la cartographie de sol, amener de l'eau là où il faut amener de l'eau. C'est-à-dire que demain, vous avez un fossé, on va couper vos arroseurs. Le fossé est terminé, on va rallumer vos arroseurs. Vous êtes sur des sols légers, on va amener un peu plus d'eau. Vous êtes sur des sols lourds, on va amener un peu moins d'eau. Vous avez du blé dans votre passage de pivot, on va couper les arroseurs. Aujourd'hui, c'est vraiment du pilotage sur mesure, au mètre près, avec une cartographie de sol. On met ça en place et derrière, on est capable d'amener vraiment l'eau là où il faut. Et aujourd'hui, on dispose d'outils de télégestion qui sont vraiment agréables pour les agriculteurs, c'est-à-dire que ça permet de piloter à distance. Comme je disais, ça ne remplacera jamais d'aller de temps en temps à la parcelle voir ce qui s'y passe, mais ça permet de savoir où on en est, ça permet de pouvoir adapter, ça permet de pouvoir corriger, ça permet, quand il y a le climat qui change, soit de rajouter, soit de ralentir notre apport d'eau et d'amener vraiment l'eau là où il faut, parce qu'on s'est rendu compte aussi
mais que les pivots qui étaient dimensionnés à 6 mm auparavant, avec le réchauffement climatique, ça ne suffit plus. L'évapotranspiration prend le dessus. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur des besoins autour de 7 ou 8. Donc tout ça, ça évolue. Il faut être réactif. Il faut savoir s'adapter à ce changement. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec la solution FieldNet, donc qui est l'outil de télégestion sur pivot, et la solution VRI, qui est vraiment l'optimisation avec la cartographie de sol de votre irrigation sous pivot. Après, ça s'adapte à différentes marques, c'est ça pour faire le lien avec les vidéos. Là, je vois Zin, j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, donc Zimatic, en fait, si vous voulez, c'est notre marque de pivot. Donc, de base, quand on investit sur un pivot, on peut le mettre en place, mais on peut aussi le mettre en place en modernisation sur des pivots déjà existants. C'est-à-dire que ça s'adapte sur tout type de pivot, sur toute marque. Donc, c'est vraiment adaptable, facile d'installation. Et donc après, là, par exemple, le client qu'on voit, Nataïs, on fait des essais avec eux parce qu'ils ont poussé encore plus loin avec le FieldNet Advisor, où là, en fait, c'est vraiment un suivi agronomique de la parcelle et ça va vraiment un cran au-dessus avec tout ce qui est sonde capacitive, météo, pédoclimatique, climatique. C'est vraiment des OAD++ qu'on peut amener à nos clients. Est-ce qu'on est dans la même logique que ce qu'on a fait pour la pulvérisation, pour l'épandage, avec de l'ultra localisé, selon de la cartographie? Est-ce qu'on tend vers ça ou... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'or bleu. Aujourd'hui, Frédéric bataille avec Vivadour pour arriver à faire des points de stockage un peu partout et au plus proche de nos agriculteurs. Parce qu'en effet, on se rend compte qu'il y a des agriculteurs dans des zones comme le Languedoc, où on a des réseaux comme Aquadomicia, où on peut amener l'eau à la parcelle. Et puis il y a des zones centre-sud-ouest, là où on se trouve nous. En fait, les agriculteurs sont parfois isolés un peu partout. Et le seul moyen, c'est d'avoir une ressource à proximité. Et donc, c'est ce qu'ils font en faisant des différents types qu'il présentera tout à l'heure pour stocker l'eau. Et nous, cette eau-là, comme elle est rare, on se doit d'optimiser sa répartition, autant avec les arroseurs qui vont venir amener la quantité d'eau que les OAD pour savoir à quel moment amener cette eau. Alors j'ai fait le parallèle avec la pulvérisation. À un moment donné, la pulvérisation, la réglementation a évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrôles techniques sur les pulvérisateurs avec des matériels qui ont été bannis. Alors ça, c'est quelque part, il y a des agriculteurs, oui, ça a été compliqué pour eux, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a eu du matériel plus performant. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ou qui arrivera ou qui s'imposera aux agriculteurs sur leur matériel d'irrigation ou pas? Je ne sais pas qui... Aujourd'hui, ce n'est pas forcément des choses dont on entend parler, puisqu'il y a quand même des plans de modernisation qui sont bien suivis. Et puis, il faut prendre quand même en compte que l'eau représente un coût important et un temps de travail important. Donc, les agriculteurs, aujourd'hui, sont les premiers intéressés par la bonne gestion de l'eau et par l'application au bon moment et à la bonne période. Donc, de notre point de vue, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à venir encore rajouter de la complexité réglementaire sur des dossiers qui sont suffisamment compliqués. Et je pense que tout le monde a bien compris l'intérêt de la gérer comme il faut. Ouais. C'est le compteur d'eau, quelque part, qui fait foi. De toute façon, elle est limitée. Quand on arrive à la limite du compteur, c'est terminé. Il faut fermer à clé. Et encore, Romain, on avait une dernière vidéo, une dernière innovation. Alors là encore, si on peut la lancer en régie, et Romain, vous pouvez me la présenter. Très bien. Alors du coup, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait sur le compteur, pour moi aujourd'hui, c'est le compteur un peu le garde-fou des agriculteurs. Donc c'est un outil de contrôle, mais on tend vers du compteur avec du téléreport, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le Linky de l'irrigation qui va arriver demain. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le voir comme du flicage, mais plutôt comme un outil justement qui va vous permettre de voir quelle eau il vous reste, quel quota il vous reste, et comment l'amener, à quel moment l'amener. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être des données. On n'allait pas voir le compteur assez souvent. Là, on aura le compteur dans la poche. Et donc, je pense que le compteur de demain, le Linky qui va arriver, il faut le voir comme une opportunité pour optimiser l'usage. Là, ce qu'on voit derrière, c'est un canon intelligent, pareil, un produit innovant, qu'on va venir fixer sur tout type de canon, tout type d'enrouleur. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Toujours pareil, cartographie de sol. On lui met une cartographie et il va pouvoir adapter sa position. S'il y a une route, il va éviter la route. S'il y a une habitation, il va éviter l'habitation. Il va pouvoir amener de l'eau en fonction de la nature de votre sol. Ne pas arroser quand il n'y a pas besoin d'arroser, arroser quand il faut de l'eau. Et l'avantage qu'il y a surtout, c'est une uniformité. C'est-à-dire que ça existait avant. On avait des positions, mais parfois on surdosait. C'est-à-dire qu'en fait, on réduisait l'angle, mais on allait à la même vitesse. Là, aujourd'hui, ça communique avec votre enrouleur. Et l'enrouleur va accélérer, ralentir pour amener vraiment une pluviométrie constante sur votre culture. Et s'adapter toujours à votre cartographie de sol si vous avez une cartographie de sol disponible. Donc ça, c'est un outil
pareil, une innovation, une demande, un besoin. On sent des pressions sociétales avec des voisins qui se plaignent, avec tous ces problématiques de routes mouillées, tout ce gaspillage. Donc c'est une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est une des solutions qu'on peut proposer à nos agriculteurs. Il y a différents niveaux. Le premier, c'est la localisation de votre canon. Vous allez savoir exactement où il est. Et le step au-dessus, c'est le pilotage total avec localisation et commande, pilotage, carte de sol, gestion des angles et gestion des débits et des pluviométries. Serge, ce genre d'innovation, c'est le lien, la suite logique de ce que vous proposez en OAD? Alors, pour le coup, c'est vraiment très lié parce que pour le coup, le rain dancer, on est connecté déjà avec. Vous ne savez peut-être pas, mais on est connecté déjà avec. Donc effectivement, on peut renvoyer les données des sondes de notre plateforme sur cet outil. Et comme l'a dit Romain, ensuite, qui sert à gérer tout le pool. Donc effectivement, c'est tout. Aujourd'hui, on va vers de plus en plus vers l'interopérabilité des outils, hein, c'est sûr. Bon, le tout, c'est d'avoir les bons outils à la source, les bonnes mesures, les bons OAD. Mais effectivement, après tout ça, ça peut très bien communiquer pour avoir des choses très consolidées, très puissantes. Alors justement, puisqu'on est sur les OAD, vous aviez une OAD là, des marches à nous présenter. Il y a un PowerPoint en régie. Voilà, si vous pouvez le lancer, il y a la petite zapette qui est derrière. Peut-être la transmettre à Serge. Voilà, vous allez avoir le retour en face. Vous allez avoir le retour en face pour le PowerPoint, ce sera plus confortable. Alors ça démarre. Alors non, là, désolé, on n'est pas sur le bon. Je me suis trompé. C'était pas le PowerPoint, c'était le PDF. Autant pour moi, c'était un PDF, c'était pas le PowerPoint. On verra la partie réserve avec tout à l'heure. Voilà. Oui, donc en fait. Je vais essayer d'aller assez vite, mais montrer en fait comment on consolide en fait les outils sur notre plateforme. Donc à la base, c'est comme je l'ai dit, l'outil de base c'est les sondes. Hein. Pour nous, depuis 2007, on est sur les sondes capacitives à profil connectées. Donc ça veut dire qu'elles sont interrogées toutes les demi-heures et elles envoient les données sur une plateforme. Et déjà à ce niveau-là, l'irrigant va voir si ça passe, voilà, le détail horizon par horizon des taux d'humidité, c'est-à-dire comment l'eau pénètre dans le sol, comment elle est bue, encore une fois par le sol, et ensuite comment elle est utilisée par les racines. Donc on voit les horizons qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, comment ça se vide. Bon là c'est une période sur à peu près, sur 2 mois. Bon, il faudrait regarder dans le détail, mais en fait, ça permet, c'est très puissant, c'est très précis surtout, c'est imparable. Donc là, ça vous scanne exactement ce qui se passe en profondeur. À gauche, on voit la sonde que vous aviez. Oui, exactement, voilà. Avec là en l'occurrence 6 horizons, 6 capteurs, un horizon tous les 10 cm, qui mesure l'humidité dans un volume de sol autour de la sonde. Donc voilà, donc une présentation, le graphe du milieu, encore une fois, c'est le détail des capteurs, horizon par horizon, tout le profil, et le graphe du dessus, c'est la consolidation, c'est la moyenne pondérée de tout le profil. C'est comme si on avait un grand capteur de 60 cm, voilà, avec une borne haute qui est la capacité au champ qu'il faut éviter de dépasser, voilà, puisque c'est de l'eau, je dirais, qui se perd, hein. Elle n'est plus utilisée, le sol ne peut pas la retenir, donc elle va fuir d'une certaine façon. Et puis la ligne rouge en bas, pour faire simple, qui est le bas de RFU, réserve facilement utilisable, où, dans ce cas-là, la plante commence à arriver dans le dur. Donc l'optimum, si vous voulez, c'est de rester dans ces zones vertes tout au long de la saison. Et là, pour le coup, l'agriculteur peut, en temps réel, voir exactement où est-ce qu'il en est, se déclencher des alertes. Bon, là, il voit absolument tout pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est la base, c'est l'outil, l'OAD simple. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle l'Irrig Assistance, qui est une version très aboutie, en fait, qui est un conseil automatisé, rédigé automatisé. C'est un texte, hein, c'est pas. Donc en fait, c'est un algorithme, hein, c'est un arbre complexe de décision et qui, en fonction de beaucoup de paramètres, en fait, va rédiger en temps réel. Donc l'agriculteur voit instantanément sur son appli un texte qui se rédige. En une phrase, on lui décrit la situation, là où on en est, là où on va, et qu'est-ce qu'il a à faire, en fonction aussi des prévisions météo. Donc je passe. Donc ça, c'est le premier outil, la mesure dans le sol. On a aussi un autre outil qui est la modélisation avec le bilan hydrique IRELIS, donc d'Arvalis.
Coris est intégrateur et distributeur du modèle Irelis. Donc un bilan hydrique, je vous le rappelle rapidement, hein, c'est un calcul, c'est une modélisation de la demande d'une culture dans une parcelle donnée, donc dans un type de sol donné. Donc tout ça, il faut le qualifier avec des ETP qui sont allés chercher, qui sont remontés. Et puis donc on calcule des besoins par rapport au stade végétatif, tout ça. Donc tout ça se fait en temps réel. Et puis on regarde ce qui tombe en pluie et le delta, il faut le compenser avec l'irrigation. Donc tout ça, c'est très bien fait, c'est un modèle très puissant. Irelis, Arvalis a travaillé plus de 15 ans là-dessus pour mettre au point. Donc c'est un travail très, très puissant. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ce type de graphe où on voit à la fois les pluies en continu, et là où ça manque dans les irrigations. Et on voit là le petit point rouge, en fait. Le petit point rouge, c'est un petit passage à 15 feuilles où l'agriculteur s'est un peu raté. Bon, il a tardé un peu à sortir l'enrouleur. Il espérait passer la campagne sans sortir l'enrouleur. Non, mais il a fallu sortir les enrouleurs puisque les bâtons rouges, après, c'est les irrigations. Donc, je passe là-dessus. Et le dernier point, c'est qu'on a aussi tout ça. On a sur notre plateforme, si ça veut passer, allô, voilà. Le dernier niveau, qui est la spatialisation, on a une vision satellite en temps réel aussi. NDVI, NDDVI. Et qui nous permet de visualiser la variabilité intraparcellaire de la végétation, comment tout ça évolue, au rythme des images qui nous remontent, des images propres. Et donc tout ça, on l'a sur la même plateforme. Donc ça, c'est la force de Columbus, notre plateforme. Et puis évidemment, on apporte un accompagnement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de data, il y a VarView, Irrigassistant, la modélisation avec Irelis Arvalis. Comment on croise tout ça ? Comment on simplifie ça au quotidien pour l'usage de l'agriculteur ? Alors c'est au choix. L'agriculteur peut ne choisir qu'un outil, peu importe lequel, et il peut avoir les trois combinés. Voilà, donc c'est au choix. Et ça fait... Alors nous, l'idée, si vous voulez, c'est d'optimiser, parce qu'on va pas... Bon, bien sûr, nous, en tant que, on va dire, affreux commerçants, on pourrait dire, mais ils veulent vendre des sondes. On peut vendre des sondes, et tant qu'on vend des sondes, on est très content, je dirais. Comme bon, chacun a des choses à vendre. Mais l'idée, c'est pas ça. Franchement, l'idée, c'est d'optimiser. On peut partir sur un bilan hydrique qui est, pour le coup, qui est pas cher. Parce que quand on parle d'un bilan hydrique Irelis, il faut se rendre compte de quoi on parle. Un bilan hydrique Irelis, c'est moins de, ça dépend, c'est 2, 3, 4, 5 euros hectare. Ça dépend des situations, mais grosso modo, c'est ça. De quoi on parle ? C'est peanuts pour optimiser de l'eau. Donc, ça ne coûte rien de mettre un bilan hydrique sous toutes les surfaces irriguées sous bilan hydrique et sur des parcelles stratégiques représentatives de plusieurs parcelles. C'est-à-dire même type de sol, même travail du sol, même culture évidemment, avec des dates de semis à peu près proches. On peut faire comme des formes d'îlots, des choses représentatives où on ne va mettre qu'une sonde dans ce coin-là. Vous voyez ? Et donc on peut mixer les deux et optimiser le coût du dispositif, mais avoir quelque chose de très robuste. Alors, il y a le mot plusieurs fois là, temps réel qui apparaît, conseil en temps réel. Alors est-ce que le temps réel c'est toujours la meilleure solution ? C'est-à-dire que, après on va le voir, on va échanger avec Frédéric sur la partie stockage, mais quelque part il y a un volume donné à un instant T, et le temps réel, il n'anticipe pas non plus la météo, comment on s'adapte, parce qu'il y a le besoin en temps réel qui va peut-être pas, on va peut-être regretter d'avoir grillé des cartouches d'irrigation, des volumes d'irrigation quelques mois plus tard. Oui, alors vous avez raison, il y a du temps réel à très court terme en fait. Finalement, c'est la visibilité dans la semaine, c'est visibilité à 3 jours, parce qu'on a des précisions, dans le système on intègre des prévisions à 3 jours, alors des prévisions plus longues aussi, mais des prévisions à 3 jours, en tous les cas sur les sondes, à 7 jours sur le bilan hydrique, sur Irelis, à 3 jours sur les sondes en passant heure par heure. On considère que c'est un temps, je dirais, de visibilité pour l'agriculteur, pour son tour d'eau, qui est bien, qui est convenable, si vous voulez. Pourquoi pas faire des visibilités à 15 jours, mais ça ne veut rien dire. Donc 3 jours, c'est bien, c'est un bon timing.
Mais vous avez raison, ça c'est le temps réel. Après, le temps réel, effectivement, il faut le gérer par rapport à une disponibilité en eau, par rapport à des mauvaises nouvelles qui peuvent éventuellement arriver, par rapport à des décrets, des mauvaises surprises qui peuvent arriver. Et donc là, on rentre dans l'anticipation. Mais là, on n'est plus sur la stratégie, de l'anticipation et je dirais des arbitrages à des moments. Quand est-ce que je vais irriguer par rapport à mes cultures et donc aux périodes les plus sensibles, les plus rentables quelque part par rapport à l'eau, ou les plus risquées, ça dépend comment on regarde les choses, et donc de faire des arbitrages. Alors l'innovation, c'est aussi vraiment sur les stockages. Je me retourne vers Frédéric. Là, vous allez avoir un PowerPoint, et là, c'est vraiment le PowerPoint à présenter, je ne me trompe pas. Voilà, sur des travaux qui ont été menés, des innovations proposées par votre coopérative. Donc voilà, si vous pouvez me présenter ces avancées, ces innovations. Et on a des exemples de réalisation, des photos. Donc effectivement, pour pouvoir bien gérer l'eau, ce qui est un des deux piliers en fait de l'irrigation, il faut déjà en disposer. On s'est aperçu très rapidement quand même qu'il était difficile pour nos agriculteurs finalement de... Alors je vais reprendre la zapette. Ouais. J'avais sélectionné quelques petites photos, il y en a quelques-unes, voilà, on a des exemples. Voilà, donc on a beaucoup d'adhérents en fait de la coopérative qui nous ont demandé comment on peut faire, comment on peut se repérer au milieu de tout le maquis réglementaire. Et est-ce qu'il y a encore la possibilité en fait de faire des retenues à la dimension en fait de l'exploitation pour essayer de sauvegarder au moins une partie du parcelle. Donc on a travaillé là-dessus avec les services de l'État, avec des associations aussi locales. Et puis on a mis au point ce schéma de retenue déconnectée. Qui en fait permet de remplir à contre-saison donc des retenues de ce type-là en terre naturelle, puisqu'on a la chance d'être dans un territoire vallonné et qui est propice à ça. Ce sont des lacs en déclaration, donc sous statut déclaration. Et aujourd'hui, on peut utiliser ça donc, sous format de château d'eau ou sous format de retenue pour à peu près 70 cultures et espèces végétales qu'on produit sur le territoire. Donc la plus grosse difficulté, évidemment au départ, elle est réglementaire. On compose avec à peu près 7000 pages de texte qui encadrent ces solutions-là. Donc là, par exemple, sur cette création, vous avez donc sur le coin, sur la photo qui est en haut à gauche et sur le coin en bas à droite, vous avez la partie remplissage. Dès que le ruisseau qui est à côté est suffisamment haut, en fait, le lac se remplit. Et quand le ruisseau n'a pas suffisamment d'eau, il n'y a plus de connexion entre le lac et le ruisseau. Donc on capte à peu près 1% de ce qui tombe sur l'année. Et ça permet à l'agriculteur de sauvegarder à peu près 20 à 25 hectares de production sur laquelle il peut sécuriser un revenu. Et ça, aujourd'hui, c'est un facteur de stabilité économique des exploitations. Donc là, on est sur des schémas vraiment à la taille de l'exploitation, des lacs qui vont faire entre 25 et 50 000 mètres cubes. C'est ce qu'on a traditionnellement en fait sur la région. Il y a plusieurs milliers de lacs qui sont construits comme ça aujourd'hui. C'est vous qui gérez les dossiers ? Alors nous, on a demandé en fait à nos adhérents ce qui leur posait souci. Ce qui leur pose souci aujourd'hui, c'est que pour faire un petit lac comme ça, il faut faire un dossier de plusieurs centaines de pages qui prend à peu près 2 ans et qui coûte autour de 10 000 €. La plupart n'osent pas se lancer dans ce parcours du combattant et abandonnent les projets. Donc nous, on a décidé de monter une équipe dédiée. Donc j'ai 2 collègues qui travaillent là-dessus tous les jours, en lien avec tous les organismes de contrôle de l'État, pour essayer de fournir le document qui colle à la réglementation. Voilà. Donc c'est encore possible de construire des retenues déconnectées là, voilà, typiquement, celui-là a été mis en eau il y a 2 ans, celui que vous avez vu juste avant il y a 3 ans. Celui-là possède en plus la particularité d'avoir un déversoir qui n'est pas un déversoir en béton. Alors je crois que c'est ça, c'est voilà, le gabion. Exactement, voilà, c'est le gabion. Donc c'est des caisses de grillage avec des matériaux de gravier de l'Adour. Ça permet de faire des ouvrages plus compacts avec des bilans carbone aussi améliorés et des durées de vie supérieures.
C'est plus résistant qu'un système bétonné? Oui, parce que ça, en fait, c'est déformable. Et du coup, quand la digue va se tasser, le béton est un élément rigide et a tendance parfois à se fissurer. Et donc ça, c'est beaucoup plus malléable. Et ça a une autre propriété, c'est que ça casse le flux d'eau. Parce que l'eau va circuler au milieu des galets. Et donc, du coup, on peut avoir des ouvrages beaucoup plus compacts et moins coûteux pour l'agriculteur. Alors, c'est un épiphénomène ou pas? Ou, voilà, est-ce qu'on a un chiffre à donner? Il y en a eu combien de retenues construites comme ça? On a fait un appel en fait chez nos adhérents. Il y avait plus de 200 projets. La plupart chez des exploitations qui n'avaient pas d'accès à l'irrigation. On a eu des demandes pour la viticulture, on a eu des demandes pour l'élevage. Quasiment toutes les productions et puis tous les élevages qu'on a sur le territoire sont concernés aujourd'hui du fait de la hausse des températures là-dessus. Sur ces 200 projets, il y en avait une centaine qui réglementairement ne pouvaient pas trouver de voie de sortie, donc on essaye de faire évoluer pour déplacer le projet. Aujourd'hui, on a réussi soit en régularisant, soit en augmentant, soit en créant des nouveaux lacs, à en régulariser une quarantaine. Sur les 10 dernières années, ça fait à peu près 4 par an. C'est un rythme à peu près qu'on essaye de tenir. Qu'est-ce qui a débloqué certains dossiers? C'est en innovant ce système déconnecté? Qu'est-ce qui a débloqué Oui, effectivement. Donc on a mis en fait un système de remplissage qui est une pompe solaire. Et puis on a mis aussi, là vous montrez le... On reviendra après, c'est ça les pompages solaires? Voilà, donc là par exemple typiquement c'était une ASA qui disposait de 2 lacs et on a fait donc du transfert d'eau entre les 2 lacs pour n'en utiliser qu'un seul. Et donc grâce au solaire en fait on peut transférer 200 000 m3, ils sont en train de doubler l'installation, on va passer à 400 000 uniquement à la force du soleil. Donc ça permet aussi de trouver des postes d'économie tout en étant vertueux d'un point de vue écologique. C'était la dernière. Alors on va revenir parce que l'innovation c'est aussi, et je pense qu'on l'a bien vu sur le plateau, c'est aussi ce petit bateau, c'est pas on appelle ça la bathymétrie autonome. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc en fait c'est un outil qui est assez sympa. On a mis 2 ans à mettre au point ce système avec deux PME, donc une de Chambéry et puis une sur l'aéroport de Bordeaux. Donc il y a une PME qui nous a aidé à faire tout le design ici pour faire que l'appareil soit le plus léger, le plus maniable possible. Donc tout est fait en fibre de carbone et puis en impression 3D. Vous avez les moteurs. Vous avez les caméras pour le guidage et puis les GPS pour le pilotage automatique. Donc là, c'est la maquette. Dans la version de base, en fait, tout l'ordinateur de bord est à l'intérieur dans un caisson étanche. Et puis vous avez l'outil de mesure qui est ici, qui traverse et qui est un sondeur qui nous permet d'avoir toutes les secondes en fait, une prise de mesure de la hauteur d'eau jusqu'au niveau de la vase. Donc ça permet beaucoup de choses. En fait, ça permet de diagnostiquer l'état d'envasement par exemple d'un lac et ça permet aussi de pouvoir gérer au fur et à mesure de la campagne en fonction de la hauteur d'eau le volume qui reste. Donc je ne vous cache pas que dans l'équipe ça a été compliqué parce que les jeunes étaient nombreux à vouloir piloter la bestiole et c'est quand même un sacré jouet. Donc il a fallu faire un concours de PlayStation pour voir qui avait le droit d'avoir le pilotage. Et donc on a aujourd'hui un pilote officiel de cet appareil-là, parce qu'il y a quand même des réglementations aussi à appliquer là-dessus. Et puis on est tombé en construisant cet outil sur des questions qu'on ne s'était pas forcément posées au départ. Donc par exemple le type de revêtement qu'on doit mettre sur la coque qui est en contact avec l'eau ne doit pas pouvoir transporter des œufs d'espèces invasibles comme les poissons-chats par exemple ou des plantes comme la jussie. Donc il a fallu travailler aussi sur, en cas de naufrage façon Titanic, sur l'aspect étanche et le temps de récupérer l'appareil. Cette partie-là, c'est quoi? Donc ça c'est le GPS, en fait, c'est pour le guidage. Ça, c'est juste Voilà, parce qu'on a 2 options. Donc soit on lui rentre le plan de circulation et il fait son job tout seul. Quand on est près des berges, en fait, c'est toujours un peu risqué. Donc souvent, on fait l'intérieur du lac en mode automatique et on fait l'extérieur en pilotage avec la caméra. Et donc là, vous avez en fait le rendu qui est fait. Donc voilà, c'est retraité. sur le PowerPoint qu'on va diffuser, il y a la carte. Voilà, ça donne ça.
Voilà, là il y a 3 types de lacs en fait pour 3 usages différents. Celui qui est en bas à gauche, en fait, par exemple, c'est un jeune agriculteur qui venait de reprendre l'installation. Il avait la possibilité d'avoir un contrat de production, mais il fallait qu'il prouve que le lac qui était présent sur l'installation depuis longtemps était en état. Il avait une déclaration donc, auprès de l'administration qui lui indiquait 25 000 cubes, mais il ne savait pas puisque le lac n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Donc on a passé le drone, on a pu montrer que ce lac-là n'était pas envasé. Il était à 24 500 de capacité utile et grâce à ça, donc, il a pu avoir les contrats et s'installer comme JA. Sur le lac qui est donc, du coup, sur la droite, là, le plus grand lac allongé, là c'était pour une ASA qui voulait requalifier son lac au niveau réglementaire et en même temps analyser les zones où les sédiments se déposaient et vérifier si sur les structures, en fait, il y avait pas, ou sur les berges, il n'y avait pas d'endroit qui s'abîmait. Et on voit que dans une partie, là, on a du bleu très foncé. Donc c'est une partie où la berge commençait en fait à glisser. Et grâce au passage du drone, on a pu... voilà, c'est la partie en bas. C'est à droite, là, voilà, le petit pic où on se dit que ça devient trop profond près de la berge, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et on voit que les courbes de niveau en fait se resserrent. Et du coup, cette partie qui a glissé vient se déposer contre la digue et risquer d'envaser la crépine. Donc il y a eu des mesures de prise pour maintenir en fait l'état de santé du lac. Et derrière, donc, ils ont entamé un curage aussi de ce qu'on appelle la queue du lac, là, qui est tout à fait sur la gauche. On a mis un bassin de décantation pour permettre de récupérer en fait les sédiments, éviter qu'après ils viennent... obstruer le lac. Alors on n'a pas encore trouvé le Loch Ness sur les échos, mais par contre on arrive à repérer parfois des objets qui font 1 mètre par 1 mètre, qui peuvent être parfois au fond du lac, des souches, voilà, la 4L du papy qui avait été immergée il y a 50 ans, des choses comme ça. D'accord. Et alors quand vous dites que ça a été utilisé pour requalifier, c'est-à-dire requalifier... En fait, aujourd'hui, les lacs sont classés en différentes catégories, surtout les grands lacs comme ça, par rapport à la réglementation sur les barrages. Et c'est un rapport entre le volume du lac et la hauteur, pour faire simple, le volume du lac et la hauteur de la digue, qui classe le barrage et qui impose après des réglementations. Et donc, quand les règles ont changé, en fait, il a fallu repasser une grande partie des lacs pour savoir à quoi ils étaient soumis en termes de réglementation. D'accord. Alors merci. Ça, voilà, ce genre d'outil, ça vous inspire ou vous... Non, et pas. Enfin voilà, je sais pas si je peux rebondir, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, les lacs disconnectés, il y en a de plus en plus. Les agriculteurs font appel à la technique. Donc, du coup, Vivadour fait un excellent travail sur tout l'accompagnement, le montage administratif et offre aussi une première partie de bureau d'études et de technique. Et derrière, nous, on va être sollicités pour exploiter du coup cette ressource, comment la transporter, la déplacer dans des châteaux d'eau, dans des citernes. On a vu des gros projets, mais ça s'adapte à tout projet. On a des projets de 2000, 3000, 4000 cubes, 5000 cubes. Tout le monde peut s'installer, faire 4 hectares d'arboriculture avec forte valeur ajoutée, avec peut-être moins de besoins, mais il faut quand même de l'eau et du coup on trouve des solutions. On arrive aujourd'hui avec le solaire à répondre à des besoins. Et c'est des projets qui sont assez vertueux, respectueux de l'environnement, où du coup, comme le disait Frédéric, on vient prélever dans les rivières, les ruisseaux en période hivernale quand il y a de l'eau. Et en fait, quand on arrive au mois de mai-juin, là qu'on arrête, on a déjà notre réserve d'eau qui est pleine et on peut l'exploiter de différentes façons avec les moyens techniques qui existent aujourd'hui pour répondre aux besoins du producteur. Romain, vous avez parlé de déplacer, de transporter l'eau. Cette question, elle se pose aussi peut-être pour la réutilisation d'eau usée. Vous avez des solutions aussi à proposer sur ces questions-là ? Exactement. Quand on parle de la réification de l'eau, de la ressource en eau, etc., on se tourne forcément vers toutes ces eaux qui sont rejetées aujourd'hui. Donc, à l'intérieur de Sauverdy, on a la chance d'avoir la filiale ITREN qui a plus de 10 ans aujourd'hui, avec des ingénieurs en interne qui vont, au travers de prélèvements d'eau, d'analyse d'eau, de voir en gros quel est le besoin de filtration et traitement pour répondre aux besoins, si c'est de l'élevage, si c'est de l'irrigation, en fonction de si on est derrière une station d'épuration, si on est derrière de l'effluent de cave, si on est derrière une industrie qui taille de la pierre pour faire un circuit fermé. Voilà, il y a tout un tas aujourd'hui d'usages, tout est possible en fait, les moyens techniques existent, on les maîtrise et donc en fait c'est simplement découvrir la problématique, faire les analyses, et trouver la solution qui s'adapte aux besoins. Et derrière, ça permet, comme on dit, de pouvoir répondre à des besoins et mieux répartir l'eau pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de l'eau
Donc aujourd'hui, c'est des projets aussi qu'on étudie et transporter l'eau, voilà, c'est des choses qui continuent à exister où on partage la ressource avec les réseaux collectifs, hein, tout ce qui est communauté d'irrigants, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas disparu. Donc du coup, pareil, il faut se partager cette ressource et c'est là que les moyens techniques arrivent avec des outils connectés et hop, on peut se répartir plus facilement qu'une personne qui va ouvrir, fermer. Là, du coup, ça permet d'améliorer cette répartition aussi dans le transport de l'eau. La réutilisation des eaux au niveau de Vivadour, vous y travaillez au niveau du service R&D? Alors, on y travaille beaucoup, on a plusieurs options là-dessus. Il y a du travail qui se fait au niveau local pour la recherche de solutions. Donc là, très clairement, on est à la recherche, on a ouvert un appel à candidature pour un stage là, sur l'hiver prochain pour réutiliser les eaux des toitures à l'intérieur des élevages. C'est un stage qui fait suite à une opération qu'on a montée avec la région l'année dernière. C'est très intéressant aujourd'hui de pouvoir caractériser la qualité de l'eau qu'on a sur les toitures et chaque fois qu'on peut substituer l'eau potable, de pouvoir réutiliser une autre source qui est présente là directement sur place. Donc on a beaucoup de travail à faire autour de ça. Puis après, il y a un deuxième niveau, puisqu'on s'occupe aussi donc pour la fédération des coopératives, qui est la coopération agricole, on s'occupe du comité eau, et on regroupe en fait l'ensemble des coopératives de France. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau réglementaire pour travailler avec les administrations nationales et publier des textes qui soient utilisables et pas trop déconnectés de la réalité sur la réhute. Et là, on peut parler aussi du coup des eaux usées à retraiter. Il y a 2-3 projets sur la région qui sont assez avancés, qui font partie de projets de territoire de gestion des eaux. Il y a celui de Mont-de-Marsan notamment qui est dans les tuyaux. Mais ça reste encore des projets très coûteux, très difficiles à mettre en place, avec aussi des difficultés d'acceptation sociétale des produits qu'on va faire avec. On a beaucoup de clients aujourd'hui, des coopératives qui nous posent ces questions-là. Et on a quand même des difficultés à répondre. Destination alimentaire, ça pose question Oui, ça ne nous pose pas de questions quand ça vient de l'étranger, mais par contre, quand on le fait chez nous, ça nous pose des questions. Donc, et c'est nos clients, c'est à eux qu'on vend nos produits. Donc, on nous demande si ça a été irrigué avec une eau qui vient de la rivière ou avec une eau qui a été retraitée. C'est des vraies questions aujourd'hui. C'est tout le paradoxe de l'attente sociétale qui, de l'autre côté, va dire réutiliser les eaux usées, mais on ne veut pas sur ce qu'on mange. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, on est en plein aujourd'hui paradoxe là-dessus, sur ce qu'on veut faire de notre milieu rural, quelque part. Est-ce qu'on veut continuer à y faire nos productions ici ou est-ce qu'on est plutôt des jardiniers de l'espace rural et auquel cas on va perdre beaucoup d'activités économiques dans les toutes prochaines semaines. Alors ça s'appelle, ils appellent ça la réhute, je crois, hein, c'est ça le terme, mais du coup la France avait fixé des objectifs, parce qu'on est plutôt très en retard par rapport à d'autres pays, donc c'est pas culturel chez nous encore ça. Non, pas du tout, non. Aujourd'hui, y compris les agences nationales sur les questionnements sur la santé, etc., ont quand même freiné beaucoup la parution de décrets. Cet été sont parues quelques réglementations qui sont normalement censées faciliter ces opérations-là, mais quand on veut les appliquer y compris par exemple sur nos installations agroalimentaires assez simples comme des caves ou des unités de transformation, aujourd'hui ça ne nous a pas vraiment simplifié la vie. Alors après, ça coûte. Faut être à côté d'un bassin de population relativement important finalement. Donc ce seraient des exploitations qui sont assez proches des villes, qui pourraient potentiellement être concernées. Voilà. Et après, donc du coup, ça fait des réseaux de distribution qui sont assez longs pour sortir des villes et les redistribuer. Donc on est souvent sur des coûts entre le traitement et la distribution qui sont du triple de ce qu'on peut observer sur des irrigations standards. Et donc, vu le contexte économique aujourd'hui, c'est relativement compliqué d'intéresser les productions là-dessus. Alors, on va se rapprocher vers la fin on se rapproche de la fin de cette table ronde. Juste un petit point aussi quand même évoqué, parce qu'on est obligé de faire le lien. Faut penser globalement aussi sur peut-être est-ce qu'il y a des évolutions de pratiques agricoles dans la gestion agronomique. Est-ce qu'il y a des points qu'il faudra soulever, des travaux à intensifier aussi, parce que finalement c'est aussi on revient sur la notion de stockage d'eau dans le sol. Est-ce que vous avez des éléments? Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Souvent de l'extérieur, on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait et de l'évolution qu'a subi l'agriculture sur les 15 dernières années.
Ça fait 25 ans que j'accompagne les agriculteurs là, dans l'évolution vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, même si c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, parce qu'on y met tellement de choses que ça finit par plus ressembler à rien. Donc il y a énormément de choses. On a fait des couverts, on a avancé les dates de semis, on a travaillé sur l'organique dans les sols, on a essayé des gouttes à gouttes. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est face à un défi climatique qui dépasse largement les solutions que pourrait apporter ce panel-là. On est sur un mur climatique, et si on n'a pas l'eau en face, même si on gère tout le reste parfaitement, on sera largué sur les résultats. Donc il faut toujours garder cet équilibre en fait entre les deux. Il faut continuer à améliorer le plus possible tout ce qu'on peut faire, à développer là où c'est pas fait, les couverts, la gestion de l'organique, etc. Mais très clairement, on sera insuffisant par rapport, en tout cas nous, dans ce qu'on mesure aujourd'hui, par rapport aux modifications climatiques qu'on vit là déjà actuellement. On ne pourra pas trouver de solution sans du stockage. Alors il y a une avancée de réflexion des pouvoirs publics. Par exemple, voilà, on a fait une table ronde un peu plus tôt dans l'après-midi sur le plan de subvention au niveau régional. Il y a une enveloppe qui a été débloquée de l'ordre de 7-8 millions d'euros de mémoire. Il y a un plan eau qui arrive. Voilà, ça va dans le bon sens. Ça vous donne des perspectives. Voilà, je ne sais pas si... Tout ce qui peut aider... en fait, va dans le bon sens, mais aujourd'hui, c'est des montants qui sont très en dessous en fait, de ce qu'il faudrait. Par exemple, sur l'appel d'offres du plan eau qui était chiffré à 20 millions d'euros, il y a eu 7 à 8 fois, je crois, le montant qui a été demandé. Des projets, il y en a beaucoup. La plupart aujourd'hui se font avec très peu de subventions ou quasiment aucune subvention. Il n'y a que les grands projets donc qui passent par les projets de territoire aujourd'hui qui, la plupart du temps, sont éligibles à ces fonds-là. Et donc du coup sur la partie stockage en tout cas aujourd'hui c'est un peu le parent pauvre de ces projets-là. Par contre bon, tout ce qui est réut, tout ce qui est voilà, goutte à goutte, etc., on commence quand même à voir sortir des signaux positifs. Du coup, transition toute faite, parce qu'on parlait de la réhute, de la réuse. En fait, il y a différents grades dans le traitement de l'eau. Donc, si on est sur de l'aspersion par rapport aux bactéries, on va être sur des grades A, une filtration drastique. Par contre, si on est sur de la micro-irrigation, on va être plutôt sur du grade C, donc moins d'investissement dans la filtration. Et donc, du coup, la micro-irrigation va pouvoir amener une solution, une alternative, un moyen technique supplémentaire pour répondre à des besoins, identifier des besoins, répondre avec une solution technique. Et aujourd'hui, la micro-irrigation, avant, on n'aurait pas cru qu'on en arriverait jusque-là, mais aujourd'hui, avec la raréfaction de l'eau, c'est des solutions qui se mettent en place. On a vu tout à l'heure le pivot, on a vu l'enrouleur. Et aujourd'hui, on arrive sur une micro-irrigation intelligente, donc que ce soit goutte à goutte ou micro-aspersion. Et donc en fait, on arrive à faire plein de choses avec cet outil-là, toujours pareil, avec des cartographies de sol, avec des sondes capacitives, on adapte les espacements, les débits des goutteurs, des filtrations adaptées. Et l'avantage, c'est que ces eaux, sans trop les filtrer, on peut directement les mettre au système racinaire, amener l'eau là où il faut. Et ça, aujourd'hui, on a des outils innovants pour le piloter. Donc on a développé à l'interne chez Sauverdi le Sauverdi Vision, en partenariat avec des structures de développement de codage informatique. Et donc, ce produit-là répond aux besoins de la micro-irrigation en général, de savoir ce qui se passe dans les sols, de savoir ce qui se passe dans le climat, et de piloter des électrovannes, piloter des pompes, suivre des débits, suivre des pressions. Aujourd'hui, voilà, il y a le Vérissure qui existe pour la sécurité dans les maisons, où on a une centrale avec des capteurs d'ouverture, des capteurs de mouvement, des fumigènes, différentes options. Mais nous, le Sauverdi Vision, on a un boîtier avec un panneau solaire qui est autonome, qu'on met dans différentes fermes. On peut en mettre partout sur les exploitations, partout en France ou dans le monde. C'est géolocalisé et on voit tout ce qui se passe à la ferme. Et on va pouvoir piloter de son smartphone son irrigation, suivre la réserve en eau avec des sondes de niveau, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a de la réserve en eau disponible, comment l'utiliser, comment optimiser son utilisation et apporter l'eau là où il faut, quand il faut. Et donc ça, aujourd'hui, le Sauverdi Vision va pouvoir répondre à cet enjeu de demain qui va se présenter à nous. Alors voilà, avant de conclure, voilà, je ne sais pas si vous avez dans cette logique-là une innovation, quelque chose qu'il faudra regarder à 10 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui se font, des pratiques menées à l'étranger dont il faudra observer les effets, qui pourraient être intéressants à décliner en France? Est-ce que c'est des choses que... Alors, moi, j'ai voyagé pas mal dans des pays qui ont assez peu accès à l'eau.
On a vu plein de choses, on se demande si un jour il faudra aller vers ce genre de choses. On a vu des filets qui captent le brouillard, on a vu des gens qui ensemencent les nuages pour faire pleuvoir, on a vu des choses assez incroyables. Après, on n'est quand même pas dans ces conditions-là, il faut quand même revenir à quelque chose d'assez basique. Quand j'étais au Chili, quelqu'un m'a dit tu vois les problèmes d'eau qu'on a, c'est compliqué. Je lui ai dit combien il pleut chez toi? Et il me dit il pleut entre 200 et 250 mm, mais grâce au changement climatique, j'ai un peu plus chaque année. Et je lui ai dit mais tu sais, nous aussi on a des problèmes d'eau. Et alors là, lui, il me dit mais combien il pleut chez toi? Je lui ai dit chez nous aujourd'hui il pleut 900 mm et le changement climatique aussi, il augmente les précipitations, on est plutôt vers 1 mètre d'eau. Donc vous voyez, 1 mètre d'eau, si vous mettez ça partout sur le territoire, vous vous rendez compte à peu près de la quantité en fait qu'on reçoit, et on est béni les dieux. Et je lui ai dit mais j'ai pas réfléchi sur le coup, je lui ai dit mais nous aussi on a des problèmes d'eau et on s'en sort pas. Et là, j'ai vu un regard qui m'a dit, en gros, mais vous faites comment, quoi? Vous faites comment pour avoir des problèmes d'eau avec 1 mètre de flotte qui tombe? Donc, avant d'aller peut-être sur ces solutions qui paraissent exotiques et qui sont utilisées dans des pays où il pleut très peu, je pense qu'on a quand même une ressource qui est largement abondante. On a un château d'eau qui est les Pyrénées et on a de quoi faire quand même avec des solutions simples. Juste un dernier point, Serge. On parlait de start-up il y a quelques années, et je pense à Winat, qui était une start-up, qui était vue comme des start-up, les start-up l'avenir. Aujourd'hui, Winat, c'est peut-être plus forcément une start-up, donc c'est Winat qui a racheté Coris. Donc est-ce qu'il y a encore des start-up qui vont apporter des choses? Qu'est-ce que ça a apporté à votre entreprise, cette mutualisation quelque part? Oui, alors c'est vrai que le monde de l'agtech s'est un peu excité sur les 5-6 dernières années. Beaucoup de startups sont apparues, parfois avec des idées robustes, intelligentes, voilà, et puis d'autres avec des choses un peu plus légères, je dirais. Parler de Winat, effectivement, Winat a fait l'acquisition de Coris récemment. Bon, je sais pas, Coris, Winat, c'est une structure qui a 10 ans aujourd'hui, donc voilà, le statut de start-up. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, quand on parle des start-up, c'est qu'est-ce que ça gagne, si vous voulez. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi, ce qui m'intéresse globalement, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va être viable dans le temps, voilà. Donc, le marché se simplifie, se concentre. Donc Coris, c'est une structure qui est tout à fait rentable depuis sa création, parce qu'on est dans le vrai monde, si vous voulez, de l'économie réelle, depuis 2017. Et effectivement, donc on rejoint un groupe qui, il y a une 60aine de personnes, c'est solide, c'est fiable, et ça a de l'avenir. Voilà. Mais c'est vrai que le monde des startups aujourd'hui est en voie de simplification, on va dire. Voilà. Mais Coris, par la l'aise, on n'est pas une startup, non. Eh bien, merci beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, ça le confirme, l'innovation, c'est pas que les startups. Vous êtes en plein dans l'innovation, chacun de vous. Alors juste quand même pour terminer, effectivement, c'est pas juste la création. Il y a aussi des bonnes idées. Et si on parle de Winat, il y a plein de choses dans le pipe qui sont très intéressantes. Il y a des choses déjà réelles qui marchent très très bien. Il y a des choses dans le pipe au niveau français, au niveau européen, qui sont très très intéressantes. Donc c'est vrai que le système start-up, je dirais, a créé un boost dans l'agtech avec pas mal de choses. C'est très stimulant. Bon, après, voilà, ça se décante un petit peu. Bon, en tous les cas, il y a des choses, effectivement. Et puis, dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, là, on est sur des sujets, c'est le sens de l'histoire. L'optimisation de l'eau, c'est le sens de l'histoire. Voilà, il faudra faire plus ou au moins autant et mieux avec moins d'eau. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Alors, désolé, on a commencé en retard parce que François Bayrou est intervenu sur le plateau. On termine donc en retard. En tout cas, on se donne rendez-vous demain pour encore une journée de conférences et d'échanges autour des énergies, de l'eau, des nouvelles pratiques. Merci beaucoup